Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Cette semaine, on va parler du Stade français qui impressionne en ce début de saison, puis de Simon Zebo, l'arrière-ailier irlandais du Racing, qui impressionne en ce début de saison. Et on finira par les impasses, ces matchs que les équipes choisissent de ne pas vraiment jouer. Et on se demandera même comment les éviter. On parle de tout ça avec le journaliste de la rubrique rugby de l'équipe, Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cricri. Maxime Rollin avec un A et un U. Salut Max. Salut. Et Frédéric Vernès. Salut Fred. Salut. Et bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion, lié, jeu. En mars 2017, le Stade français, quasiment relégable, avait failli se faire digérer par le Racing, et puis finalement non. En mai 2018, le Stade français avait failli se faire reléguer du top 14, et puis finalement non. Il a décroché son maintien à la dernière journée, à peu près 4 mois et un nouveau staff plus tard. Les Parisiens affichent 4 victoires en 5 journées de championnat, dont 2 à l'extérieur et dont une contre Clermont. Non, pas contre Clermont, contre Toulon. Ils n'ont lâché justement qu'à Clermont, qui est la seule équipe à être devant eux au classement. On voit du jeu, on voit des joueurs amincis souvent, métamorphosés parfois. Bref, on retrouve le Stade français. Toi, Max, qui les suit, tu as été aux premières loges pour voir cette transformation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, je pense que c'est l'arrivée d'Heineke Meyer. Dès qu'il est arrivé, le nouveau manager, directeur sportif, qui a emmené dans ses bagages des préparateurs physiques très compétents. Et la première chose qu'il a vue, c'est que les joueurs étaient un petit peu trop fat, trop gras. Et il a demandé donc à pas mal d'entre eux de perdre des kilos. D'ailleurs, quand on l'avait rencontré, il avait qu'un mot à la bouche, c'était fit. Voilà, pour lui, il fallait être fit et il fallait que les mecs courent comme des gazelles. Et on dirait que ça porte ses fruits. Il y a notamment Gaël Ficou qui a perdu 4-5 kilos, Jules Plisson pareil, Jonathan Nanty, le pilier argentin Herrera. Enfin voilà, tout le monde a sué très très fort pendant l'intersaison et ça se ressent sur le terrain. Après, je mettrais quand même un petit bémol malgré tout parce que ok, ils enchaînent pas mal. Mais ils ont été gagnés à Perpignan, qui est promu, qui n'a pas gagné un match. Ils ont battu difficilement Bordeaux, juste sur une inspiration Bordeaux-Bègles lors de la deuxième journée. Il y a eu Toulon quand même. Ouais, ils ont battu Toulon, mais Toulon, quand on voit le niveau de Toulon en ce moment, c'est pas terrible. Là, ils ont été gagnés à Pau. Alors certes, c'est à Pau, mais Pau, ils font pas un début de saison extraordinaire. Et le seul gros match, ils ont pris une petite fessée à Clermont, 40 points. Donc finalement, c'est bien, ça va forcément mieux que la saison passée. Maintenant, j'attends avec impatience les 2 prochains matchs. Le fameux derby contre le Racing, à domicile, et un déplacement à Castres, le champion de France en titre. Après ces 2 matchs, là, on pourra vraiment faire un vrai bilan. S'ils gagnent contre le Racing et qu'ils vont faire un match honorable à Castres, ils feront un bon début de saison. Mais j'attends vraiment ces 2 matchs avec impatience. Clément aussi, toi, tu penses qu'on ne peut pas encore trop s'enthousiasmer ? Oui, effectivement, je pense qu'on ne peut pas encore s'enthousiasmer. Et moi, je parlerais davantage du jeu. Tu disais qu'on voit du jeu, qu'on voit des essais, c'est vrai. Mais une petite analyse des stats du Stade français est assez éclairante, en fait, sur ce qu'Heineke Meyer met en place. C'est d'abord une super conquête. Là-dessus, rien à dire, c'est solide. Une grosse défense. C'est la meilleure défense du championnat. Ils sont à moins de 18 points encaissés par match. Et on voit tout de suite qu'il y a certains traits qui se mettent en place. C'est-à-dire que c'est une équipe qui possède très peu le ballon. C'est seulement la 12e possession du top 14. Donc c'est une équipe qui rend beaucoup le ballon, même volontairement au pied, qui a des joueurs, notamment le demi-mêlée qui est arrivé, la Van Zyl, Stein, qui pour l'instant prend le pas sur Plisson à l'ouverture, qui sont des joueurs avec un gros jeu au pied. Donc ils rendent beaucoup le ballon au pied. Et ils contrent les adversaires. Avec effectivement, Max l'a dit, des joueurs derrière rapides qui ont perdu du poids, qui sont en canne comme Ficou, comme Amdaoui, pour finir les coups, comme Waisea qui lui a toujours sauvé la baraque la saison dernière quand c'était dans le dur. Et voilà, c'est l'équipe qui récupère le plus de ballons, donc il y a le plus de turnover, de munitions, de balles de contre à jouer. Et voilà, c'est vraiment pour l'instant le visage qui se dégage. Petite stat donc en passant. J'ai compté qu'ils sont à 2 points marqués par minute de possession. C'est-à-dire qu'ils sont ultra efficaces. Chaque fois qu'ils ont le ballon,
le peu de ballons qu'ils ont, ils en font un usage maximum et une grosse rentabilité donc sur leurs ballons. Fred, oui, bonjour. Bonjour Fred, enchanté. Non, Fred, pas sur le Stade Français, c'est la voix de Jackie Lorenzetti. C'est faux. Oui, Fred, toi qui suis le Racing, ils font un peu plus peur le Stade Français je pense que oui, je pense qu'ils leur font plus peur. Après, moi j'ai une petite réserve sur le Racing qui est différente de celle du calendrier ou du jeu. C'est, je pense sur le Stade Français. Sur le Stade Français, ta langue a déjà fourché. Il n'a que il est monomaniaque, ce garçon. Que ce mot à la bouche. Racing. Je trouve qu'ils ont une superbe première équipe en fait. Quand tout le monde est là et qu'ils ont leurs meilleurs joueurs et tout ça, je pense que ça fait partie des meilleures équipes qu'on peut trouver. Je suis pas sûr en revanche qu'ils aient une profondeur d'effectifs pour pouvoir, le jour où ça casse un peu plus, ou le jour où ils vont avoir quand même pas mal d'internationaux, je pense, pris pour l'équipe de France. Danty peut revenir, Ficou va y aller, Gabriag, Macalou sans doute, et des joueurs comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient un effectif super large. Donc j'attends de voir sur la durée. Je ne suis pas sûr que ça puisse tenir toute la saison, mais déjà, ne serait-ce que se qualifier, parce que je crois que le Stade Français, ils se sont qualifiés qu'une fois, peut-être les 10 dernières années, et c'était pour être champion en 2015. C'est ça. Je crois que c'est ça. Mais sinon, ils ne sont jamais qualifiés. Donc c'est une équipe qui pourrait déjà trouver la régularité à s'installer parmi les 3, 4, 5 meilleures équipes. Ce serait déjà pas mal. Et je pense que vraiment, le premier test pour eux, ça va être ce week-end contre le Racing. Bon courage à eux. Après, il ne faut pas oublier qu'ils jouent le challenge européen. Et qu'ils ont quand même un petit peu d'effectifs derrière. Tu parlais des deux deuxièmes lignes, Gabriag et Maestri, si jamais ils partent en équipe de France, ce qui paraît très logique. Derrière, ils vont aligner une paire Flancard-Pyle. Je suis pas sûr qu'en top 14, il y ait beaucoup de paires aussi performantes que Pyle-Flancard. Et au centre au centre et puis tu peux remettre Waisea au centre. Il y a Djibril Camara qui va revenir, qui est blessé. Ils ont un très très bon jeune qui s'appelle Delbouy. J'ai vu que le Racing voulait, mais que le Racing n'a pas. On l'aura un jour. Donc voilà. Donc après, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas l'effectif du Racing. Pour compléter quand même ce que disait Max disait en introduction, l'élément principal, c'est l'arrivée d'Heineke Meyer. J'ai envie de dire quand même que l'élément principal, c'est l'arrivée de Wild il y a 2 ans, le nouveau propriétaire allemand du club. Sur la première année, ça s'est pas senti puisque il a fait avec les moyens du bord. Il arrivait tard dans l'intersaison précédente après les histoires de fusion dont on a parlé. Il n'a pas pu tout de suite sortir le chéquier, mais cette année il l'a sorti. D'abord en bâtissant un staff qui est quand même monstrueux. Max, tu me contrediras pas, mais outre Meyer, t'as. Il y a 47 co-entraîneurs. Ouais, il y a 47 co-entraîneurs, dont Paul O'Connell, ancien deuxième ligne irlandais, spécialiste de la touche, c'est quand même une immense pointure qui débarque là. Peter De Villiers, l'ancien pilier international des Bleus. Mike Prendergast, qui est très très bon sur le jeu sur d'attaque. L'animation offensive. Puis Meyer, c'était quand même l'entraîneur des Bocs pendant la dernière Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il a perdu contre le Japon. C'est un staff de première classe, avec vraiment des gros CV. Après, ça veut pas toujours tout dire, mais c'est le cas. Et puis, un recrutement au niveau des joueurs qui a marqué les esprits. Maestri et Ficou, 2 Français internationaux, dont l'un, je m'excuse pour Maestri, mais dont l'un en pleine force de l'âge. Maestri est plus sur la fin de carrière, mais Ficou est lui tout jeune, il a 24 ans. Ça, ce sont des signaux forts quand même envoyés au reste du top 14, quoi. C'est-à-dire que le Stade Français est redevenu attractif. Et Nicolas Sanchez qui va débarquer en janvier, qui va être une sacrée recrue à partir de janvier et qui va encore augmenter un vrai casse-tête, augmenter la concurrence au poste de numéro 10 avec Plisson et Stein. Après, là, ils sont quasiment comme toutes les grosses équipes au taquet du salary cap et ils pourront pas non plus faire plus l'an prochain. Ils recruteront peut-être 2 grosses stars, 2 All Blacks ou un Australien. On parle beaucoup de l'ailier Koro Abete, mais ils pourront pas non plus faire n'importe quoi la saison prochaine parce qu'il y a ce salary cap. Ce qui est important, je pense, c'est dans la perception que tout le monde en a maintenant, quoi. C'est-à-dire que le Stade Français redevient attractif. C'est plus cette équipe, comme disait Fred, qui se qualifie pas, qui vient mourir tous les ans entre la 8e et la 12e place, avec parfois des saisons où ils se font un peu peur. Voilà, là, je pense que certains internationaux, même français, vont peut-être se dire... Oui, c'est ça, maintenant c'est ça. Voilà. Et on peut retourner au Stade Français. Voilà. Le fait que Ficou et Maestri
est signé, c'est un signe pour les saisons suivantes. Et le fait aussi que l'année d'avant, ils aient gardé les Danty, Gabriag, etc. Ouais, c'était ça finalement, peut-être le premier recrutement. Le premier recrutement de Wild, c'était ça. De Wild, c'était du Dr Wild, c'était de garder les internationaux français. Voilà. Eh bien, en parlant d'internationaux français, on va parler d'un international irlandais. On passe au deuxième sujet. On reste en Île-de-France et on va se mettre dans les pas de Simon Zebo. C'est bien Zebo? Tu me regardais bizarre quand j'ai prononcé tout à l'heure, non? Ah non, non. Je sais pas, faut demander à Fred. Il a dit qu'on pouvait dire Zebo, pas Zibo. D'accord. Zebo, ça lui va bien à la française, quoi. Très bien, donc on va se mettre dans les pas de Simon Zebo. Enfin, on va essayer, parce qu'il n'est pas très facile à suivre. En tout cas pour le défenseur, vu qu'il en est déjà à 5 essais en 4 titularisations. Simon Zebo, il a 28 ans. C'est un international irlandais à 35 sélections. Mais on peut quand même un petit peu cocoricocoter, puisque son père est français. Il est martiniquais. Et il était aussi sportif de haut niveau. J'ai lu dans un excellent papier qu'il faisait du 800 mètres. Ouais, il a fait les Jeux. Donc je crois que c'est les Jeux de Mexico, ou non, peut-être à Montréal, plutôt. Mexico, ça fait loin. Ça fait loin. Peut-être Montréal. Il a fait Montréal, ouais. On l'avait vu quitter Thomond Park en larmes, ça m'avait brisé le cœur. Je crois que c'était son dernier match en Coupe d'Europe avec le Munster. Il a fait toute sa carrière pro au Munster et il en est toujours le meilleur marqueur. Alors maintenant, il est chez nous. On est bien content, Fred, au Racing de l'avoir. Ils sont ravis de l'avoir. Ils sont ravis de l'avoir pour plein de raisons, en fait. Une des premières, c'est que c'est un super gars, en fait. Je pense tous les joueurs avec qui on parle, ils sont tous ravis de l'avoir. Il est tout le temps en train de rigoler, d'amener de la bonne humeur. C'est un grand déconneur parce que en équipe d'Irlande déjà, avec Conor Murray, c'était les spécialistes. Tous les deux, ils avaient inventé un truc qui s'appelait le cartel. Donc c'était, je sais pas si les gens ont vu la série Narcos. Donc c'était des petits clips vidéo où il y avait la musique de Narcos et il faisait des blagues à des joueurs irlandais. Donc à Sexton, il lui prenait son smoking et il le brûlait. Donc il y avait la musique de Narcos et puis on les voyait en train de mettre le feu au sac de fringues de Sexton. Enfin voilà. Donc c'est un mec très bien. Des bonnes vannes, quoi. Rugby. Voilà. Ouais, c'est rugby. Ouais. Non, très très bon gars. Et à côté de ça, superbe joueur. Alors le week-end dernier là contre Castres, il a fait un match vraiment excellent à l'arrière. Et c'est un joueur, on disait international irlandais, sauf qu'il ne l'est plus en fait. C'est ça aussi, une des bonnes raisons de ce recrutement, c'est que Joe Schmidt a expliqué depuis plusieurs fois qu'à part Sexton, personne ne jouant pas en Irlande a le droit de jouer en équipe nationale. Bon, voilà. Joe Schmidt, c'est le sélectionneur de l'Irlande. C'est de l'Irlande. Donc il y a très peu de chances qu'il revienne pour la Coupe du Monde. Même quand il joue au Munster et qu'il était très bon l'an dernier, il ne le prenait pas. Donc même s'il est très bon au Racing, je ne pense pas qu'il le prendra. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer aussi à l'aile. Même si lui préfère largement jouer à l'arrière, et c'est un joueur fantastique parce que sous les ballons hauts, il est très très fort, comme beaucoup d'Irlandais, mais il est vraiment là ce week-end contre Castres, il a été hyper rassurant dans les airs. Il a un feeling en fait de l'attaque qui est assez rare en fait. Il sent les coups, il voit quelle course il faut faire à quel moment, et avec Russell ça marche super. Je pense que c'est un super recrutement jusqu'au jour où Brice Dulin va revenir. Et on sait que le staff du Racing aime beaucoup Brice Dulin qui leur a bien rendu. Il a toujours été très bon à Castres ou au Racing avec eux. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? C'est pour ça qu'en début de saison, c'était rigolo parce que Labitte, il disait, si j'ai tous mes joueurs, je vois plutôt Zibo à l'aile. Quand il le voit faire le match qu'il a fait contre Castres, est-ce qu'il se dit la même chose? Est-ce qu'il se dit, même avec Dulin, c'est peut-être lui l'arrière numéro 1? Ça va être intéressant de voir. Pour moi, c'est un arrière, clairement. Non, je pense parce que ça lui donne cette liberté absolue sur le terrain d'aller se proposer partout. Il pourrait très bien être ce type d'ailier qui dézone et qui va jouer un peu partout. Ça l'empêcherait pas de jouer comme ça. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faudrait dans ce cas-là prévoir des soupapes de secours, quoi. Si jamais Zebo jouait à l'aile et faisait un peu ce qu'il voulait, il faudrait l'anticiper. Mais effectivement, tu poses une bonne question. Quand Dulin va revenir, s'il revient à son meilleur niveau, qui sera le numéro 1? Qui va être décalé à l'aile? On sait que Dulin, lui, il aime pas du tout jouer à l'aile et puis il a jamais été très performant. Et je pense que le Racing va avoir un peu le même type de problème quand Lambi va revenir. Parce que Lambi, c'est pareil, Lambi peut jouer à l'arrière, ils l'ont essayé déjà, il peut jouer au centre, ils l'ont encore plus essayé là, mais je pense il est meilleur à l'ouverture. C'est un super ouvreur dans complètement un autre style que Russell, mais quand ils vont avoir les deux, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, puis bon, après, il y en a des matchs à jouer, donc bon, c'est pas un gros problème, quoi. Ils vont pouvoir faire tourner davantage, les mecs vont se reposer, ça va peut-être éviter des blessures. Il y a peut-être des prototypes de joueurs plus domicile
Parce que sur la pelouse synthétique de l'Arena, type Zebo, type Russell, et peut-être des prototypes de joueurs plus extérieurs, peut-être qu'on peut penser que Lambi, avec la longueur de son jeu au pied, et tout ça peut être plus intéressant à l'extérieur. Enfin, voilà, donc j'imagine que tout ça, ils l'ont pris en compte, mais c'est clair que c'est un... Enfin voilà, ça fait plaisir d'avoir des mecs comme ça en top 14, c'est partie de ces rares joueurs pour lesquels on peut allumer sa télé et se dire il va se passer quelque chose, quoi. Petit point Opta avec des stats toujours. Non mais voilà, tu disais les 5 essais en 4 titularisations, et il confirme sur d'autres paramètres statistiques, quoi. C'est le deuxième joueur derrière Ramos qui parcourt le plus de mètres ballon en main. C'est le troisième joueur qui franchit le plus en top 14, donc voilà, il figure dans tous les indices statistiques qu'on reçoit sur le nombre de mètres. Je crois qu'il est au coude à coude avec Tameifuna. Ouais, mais alors le nombre de mètres de tour de ventre de Tameifuna, c'est pas les mêmes mètres. Donc voilà, clairement, les stats le montrent, et on n'a pas besoin des stats pour le savoir, mais il fait un début de saison tonitruant, et il s'est vraiment très très bien adapté à sa nouvelle équipe. Toi, Max, s'il te plaît, ce petit Simon Zebo, tu aimerais jouer avec lui? Je n'ai pas d'avis sur les joueurs du Racing. Désolé, je ne parle pas du club voisin, le derby approchant. Le sectarisme ne vous honore pas, cher monsieur. Non, Zebo, oui. Après, par rapport au retour de Brice Dulin et au casse-tête, je ne sais pas quand Brice Dulin va faire son retour à la compétition, mais je ne suis pas sûr qu'il soit tout de suite en pleine forme. Il va mettre du temps à revenir à son meilleur niveau. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un casse-tête pour les entraîneurs du Racing. Brice Dulin, ça fait quand même un petit moment qu'il est blessé, et on peut imaginer qu'il reviendra peut-être en grande forme à partir de quoi, du mois de janvier. Il va revenir en octobre. Il va revenir en octobre, mais janvier, voilà, ouais, même peut-être un peu plus. Donc au final, je pense que sur la saison là qui va se passer, Zebo sera l'option numéro 1 au poste d'arrière. Après, si vraiment Brice Dulin retrouve son niveau pour les phases finales, là il y aura peut-être match. Après, on parle de décaler un des deux à l'aile. À l'aile, c'est pourvu aussi déjà. Voilà, c'est ça, c'est Thomas, Imhoff, Rocco Socco, ouais. Dupichot. Après, c'est souvent comme ça. Enfin, sur les dernières saisons, ça a été souvent comme ça. La preuve, ils ont redécalé même Vakatawa au centre. Alors qu'avant, il y avait en plus Vakatawa dans ce choix de joueurs. Donc bon. Mais non, Zebo, oui, très, très bon joueur, forcément. Merci au Racing d'avoir recruté un joueur aussi talentueux. Tu vois que tu es arrivé à parler du Racing positivement. C'est très très bien. Oui, mais d'ailleurs, c'est comme Finn Russell dont on parlait la semaine dernière. Fred, on ne s'attendait pas spécialement à ce qu'un club comme le Racing mette autant d'argent, parce que je crois qu'il coûte un petit peu cher, sur des joueurs de ce calibre-là, justement, qui sont attaqués à tout crin. On voyait encore, je crois que c'est Labitte là qui disait qu'il faut aussi assumer les âneries parfois. Donc, Oui, il disait que c'était difficile d'expliquer à Finn Russell qu'il ne pouvait pas jouer les ballons dans son camp, dans ses 22 mètres et tout ça. Donc c'est assez rigolo. Moi, j'aimerais bien assister à ces discussions-là, parce que déjà, il y a l'accent de Russell qui est... je ne sais pas comment il communique, c'est difficile à suivre. Mais en plus, ouais, c'est étonnant de devoir expliquer ça à un joueur, tellement pour lui, jouer, c'est tout le temps. On joue tout le temps. Ensuite, oui, mais en même temps, ils sont un peu obligés, vu leur terrain en fait à domicile, ils sont obligés de prévoir des joueurs comme ça, avec ce profil-là. Est-ce qu'on rappelle que le terrain synthétique tu critiques le terrain, Frédéric, bravo. J'envoie un message de ce page. Le terrain synthétique plus les conditions indoor, ce qui veut dire qu'on sait d'emblée qu'au Racing, il ne pleuvra jamais, il n'y aura pas de boue, pas de vent, donc forcément... on peut jouer à la main plus facilement. Voilà, ça veut dire que c'est toujours des conditions optimales pour des joueurs comme ceux-là, comme Russell, comme Vakatawa, comme Zibo, comme Nakarawa. De toute façon, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils ont orienté leur recrutement vers ces joueurs flashy, d'une part. Et le jeune Joseph, ça va aussi dans ce sens-là. Qui permettent de réorienter, d'orienter le jeu du Racing vers un jeu plus offensif, tout simplement, quoi. Et d'où l'importance d'avoir quand même dans cette ligne de 3/4 un joueur comme Chavancy, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'évidemment on le voit pas autant que les autres, il fait pas ces actions que font les autres et tout ça, mais encore ce week-end, il a été ultra important. Ne serait-ce 2 retours défensifs décisif contre Castres, il est très important pour réguler un peu tout ça en défense.
Eh bien, très bien, on a fait le tour de Zébo. On en vient au dernier sujet. Donc, la semaine dernière, Montpellier prenait 55 points à Lyon. Cette semaine, Toulouse en a pris 66 à Montpellier. De saison en saison, il n'est pas rare de voir des équipes encaisser plus de 50 points à l'extérieur. Alors, bon, ça peut arriver de prendre des fessées, c'est pour de vrai. Mais quand le Stade Toulousain, ce week-end, fait 12 changements dans son équipe par rapport au match précédent, qu'il lance 6 joueurs pour leur première titularisation au top 14, on laisse peu de doute sur le fait qu'on est en train de faire ce qu'on appelle une impasse. D'ailleurs, Régisson, le co-entraîneur, l'a assumé totalement. Il explique qu'il faut faire reposer les cadres, qui sont déjà fatigués. Alors, ça ne choque d'ailleurs personne, peut-être les spectateurs et les téléspectateurs, mais on ne va pas s'arrêter à ce genre de détails. C'est devenu un fait, c'est devenu un droit. Le calendrier est trop chargé, les impasses sont nécessaires. Alors Clément, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour que les clubs perdent l'envie de lâcher des matchs ? D'abord, juste pour revenir sur Toulouse, c'est devenu un droit, c'est un droit qu'on s'offre. Et Toulouse se l'est offert en réalisant un bon début de saison. C'est pas tant que les joueurs soient fatigués, comme tu le disais, c'est que ils ont le droit, à ce moment-là de la saison, dans leur cheminement, dans leur planification, de faire cette impasse contre Montpellier, parce que notamment arrive le derby contre Castres le week-end prochain, et qui est pour eux le match du début de saison qu'ils ont identifié déjà depuis des mois et des mois, la revanche du dernier barrage de top 14. Donc voilà, bon, ça c'est la première chose. Que faire pour y remédier ? Moi, la première chose qui me des peines de prison, peut-être des peines de prison, ouais. Couper des doigts. Après, c'est plus compliqué de faire des passes. Non, mais c'est la formule qui veut ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, j'ai déjà dit 100 fois et je le redis, où vous qualifiez 6 clubs sur 14, que le 6e peut être champion de France, avec, encore une fois, quelques petites stats, depuis 2010, depuis que le barrage a été introduit, le 6e se qualifie avec 11 défaites en moyenne. Donc 11 défaites sur 26 matchs, vous pouvez être champion de France, c'est mathématique. Et Castres l'a encore montré l'a montré l'année dernière en devenant champion de France tout en terminant 6e. Donc, perdre 11 matchs dans la saison régulière n'empêche pas d'être champion de France, égale des impasses. C'est inévitable. Le calendrier est trop lourd. Il y a trop de matchs à jouer. Tous les clubs n'ont pas les effectifs suffisants pour batailler partout, tout le temps. Certains clubs ont essayé de le faire. Je sais que c'était la devise de Colazo à La Rochelle. On va les batailler partout, tout le temps. Il l'a fait sur sa 2e saison. Ça, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles son club s'est écroulé. Voilà, d'autres clubs comme Agen l'assument différemment. Agen joue le maintien. Reggiardo l'a dit, pour nous, c'est le championnat des matchs à domicile. Il faut qu'on soit intraitable chez nous. Et puis, à l'extérieur, on verra. Ils iront certainement tenter de faire un coup ou deux chez un gros pendant le tournoi ou quand ils seront affaiblis. Mais sur l'ensemble de la saison, c'est pas possible. Donc, tant qu'on sera sur cette formule-là, on s'en sortira pas. Pour moi, il faut revenir déjà à 4 qualifiés, c'est la première chose. Sans parler peut-être d'une réduction du format, passer à un top 12. Mais déjà, si tu reviens à 4 qualifiés, c'est-à-dire que tu remets la barre de la qualification et donc des phases finales et donc d'un potentiel titre de champion de France beaucoup plus haut, à 7-8 défaites dans la saison. Tu auras déjà fatalement beaucoup moins d'impasses. En fait, on voit beaucoup de contradictions du coup avec cette histoire-là, parce que quand il y a une impasse comme celle-là, elle choque parce qu'elle est vue le dimanche après-midi, donc on dit mais c'est pas normal, Toulouse fait une impasse. En même temps, il lance beaucoup de jeunes, donc beaucoup étaient champions du monde des moins de 20 ans. Il y a 3 semaines, tout le monde disait, voilà, est-ce que les clubs vont les lancer, est-ce que les clubs vont les faire jouer ? Là, ils les font jouer, alors peut-être trop. Peut-être pas au bon endroit. Trop d'un coup, j'en sais rien, mais ça va jamais en fait. S'ils en font trop, ça va pas. Après, c'est pas les aider non plus beaucoup, quoi. Oui, mais tu les envoies un peu au casse-pipe. Bien sûr qu'ils jouent, mais qu'est-ce qu'ils ont appris de ce match-là ? Ça, je sais pas. J'en sais rien. Ça, je sais pas, mais au moins ils ont joué. Donc après, on dit la santé des joueurs. Faut laisser reposer les joueurs, et s'ils continuent à jouer trop, c'est là qu'il y a des risques. Et là, justement, une impasse, ça sert à ça en fait. Ça sert à reposer beaucoup de cadres, beaucoup de joueurs. Voilà, Keno avait pas mal joué. Il venait à peine d'arriver, qu'il joue déjà beaucoup. Là, il joue pas. Voilà, on fait reposer des joueurs, donc on se dit on les protège aussi. Bien sûr. Donc ça va jamais en fait. On se rend compte que il y a peut-être moyen de faire tourner de manière un peu plus calme que d'un seul coup balancer toutes les équipes n'ont pas forcément. Points, quoi. Moi je crois que c'est la formule, il a raison. Ou alors si on décide qu'on veut vraiment plus d'impasse, il faut faire un truc radical, c'est-à-dire dire une équipe qui prend plus de 5 essais prend 3 points en moins, quoi. Le malus. On fait un malus. Voilà. C'est-à-dire que là on fait des bonus offensifs ou défensifs. Là on fait un malus. On décide que au-dessus de 5 essais, vous perdez 3 points. Ça veut dire que là, un match comme Montpellier-Toulouse, ça ferait un différentiel de 8 points entre les deux équipes.
C'est-à-dire, ça ferait beaucoup. C'est-à-dire que Toulouse a pu avoir réussi son début de saison. Peut-être qu'en un match, Montpellier peut les rattraper, quoi. Donc peut-être, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a envie d'en arriver jusque-là? En tout cas, on a déjà vu un changement de règle, puisque quand les bonus sont apparus dans le top 14, c'était un bonus offensif pour 4 essais. Et puis, on en parlait avec Clément, on a vu notamment Bayonne une année prendre des faits essais énormes en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, les équipes se relâchaient et eux marquaient leurs 4 points, leurs 4 essais pour leur bonus offensif. Donc, on a changé le règlement. Maintenant, le bonus offensif, c'est 3 essais de plus que l'adversaire. Donc, le règlement peut s'adapter à ce genre mais d'une certaine façon, en fait. C'est-à-dire que ça n'empêche pas les impasses. Non. Ça n'empêche pas. Alors que si on disait on enlève 3 points à une équipe qui prend 5 essais, je pense que ça ferait réfléchir, parce que ça fait beaucoup, 3 points. Mais est-ce qu'on peut faire ça? C'est hyper radical et... Je suis comme ça. Non, mais ceci étant... Enfin, j'avais pensé à cette idée du malus aussi, et je pense qu'elle est bonne, quoi. Alors après, est-ce que c'est 3 points pour... voilà, mais déjà, la barre symbolique des 50 points, elle est énorme. Si tu prends 50 points, peut-être que tu peux envisager moins 1 point, moins 2 points, moins 3 points. 3 points, ça me paraît monumental. Mais, en même temps, 50 points. Montpellier, ils en prennent combien à Lyon? 55. 55. C'est pas une impasse. C'est pas une impasse, voilà, on est d'accord. Voilà. C'est pas une impasse. Peut-être et ils enlèveraient... peut-être que du coup... peut-être que du coup, les mecs sur le terrain, ils en auraient peut-être pas pris 55. Ils ont craqué vraiment dans les grandes largeurs sur la fin du match. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas une impasse, parce que c'est différent quand vous prenez, comme hier, je crois qu'il y a 31-3 à la mi-temps, donc ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est différent de Montpellier à Lyon, où il y a, je sais plus, 15-10 à la mi-temps, c'est un match accroché, et d'un coup ça craque, les vannes s'ouvrent, et là effectivement ils prennent une rouste. Mais voilà, si imaginons une équipe qui est menée 40-10 à la 70e, si on leur dit attention, à 50 points vous allez prendre un malus, peut-être que les mecs se battraient davantage sur la fin de la rencontre, quoi. Donc franchement, je pense qu'il faut y réfléchir. C'est pas une idée débile, et que ça peut... Les entraîneurs, effectivement, peut-être envisageraient leurs impasses différemment. Enfin, en tout cas, feraient tourner de manière un peu plus à dose homéopathique, quoi, pas tout d'un coup. Tu fais l'impasse sur le sujet, Max, ou... Non, je croyais que tu m'avais oublié. Non, moi, si vous voulez un truc radical, terminer les phases finales. Le champion après 26 journées, vous verrez qu'il n'y a pas d'impasse. Oh là, l'ami. Non, mais c'est si vous voulez un truc juste, à la fin des 26 journées, celui qui a le plus de points, il est champion. Merci, au revoir. Et celui qui aura fait l'impasse, tant pis pour lui. Il aura pris le risque de pas prendre 4 points, et puis voilà, ce sera très logique. Ça évitera qu'à chaque fois on entende ah oui, mais le 6e il peut être champion, blablabla, c'est pas normal, c'est pas juste, ils sont méchants. Tu imites qui? Tu imites qui exactement? Personne. Non, mais voilà, c'est... Après, oui, on perdrait ce côté, les phases finales, c'est génial, c'est ceci, c'est cela, et on n'aurait pas certaines surprises, etc. On n'aurait pas l'année dernière Toulon qui est éliminé parce qu'il y a 19 partout, parce que le Lyon a marqué un essai de plus que je sais pas quoi, il y avait un carton, des trucs qu'on s'y perd. Donc voilà. 26 journées, je sais pas combien de points à distribuer, et à la fin, il y a un champion. Et je pense que Christelle sera d'accord avec moi, parce que si cette formule existait depuis 50 ans, Clermont serait l'équipe qui serait la plus titrée en France. Et oui, mais au moins sur les 10 dernières années, voilà. Ça c'est sûr. Donc, non, mais on en revient à la question de la formule. Le verre est dans le fruit de la formule, si je puis m'exprimer ainsi. C'est clair que c'est cette formule-là qui explique et justifie pour certaines équipes les impasses, voilà. Et tant qu'on n'aura pas changé cette formule, les clubs continueront, et franchement on ne pourra pas leur donner tort. Maintenant, Agen, tu peux changer la formule. Mais Agen joue un autre championnat avec ses propres moyens. Et puis parfois, il y a des impasses qui donnent des bonnes surprises. Je me souviens d'il y a quelques années d'une équipe de Toulon, Z, qui était allée jouer au Racing, contre le Racing à Lille, et qui avait gagné. Oui, et puis après, l'impasse d'Agen, entre guillemets, on s'en fout un peu. Si Agen, ils prennent 60 parce qu'ils ont fait l'impasse ou pas, on s'en fout un peu. Par contre, Toulouse, quand on prend 60 à Montpellier à 16h50 c'est un peu plus gênant, sur Canal+, c'est un peu plus gênant. C'est pour ça qu'on en parle. Ce qui est gênant... Et si vous voulez garder les phases finales, le champion au bout des 26 journées, et après les 26 journées, les 6 premiers font des phases finales et gagnent la coupe à je sais pas qui. Et puis voilà. Même. Peuvent le faire mais on peut imaginer une autre, avec des passages en force. une autre formule. À la fin des 26 journées, il y a un champion et puis une mais coupe, si on change la formule, on va pas rajouter des matchs, parce que l'intérêt de changer la formule, ce serait aussi de limiter les dates dans le calendrier.
Alors la solution radicale de Max, t'enlèves les phases finales, boum, tu t'enlèves 3 dates. Formule intermédiaire, t'enlèves déjà le barrage, t'enlèves une date. Tu passes à un top 12 avec, comme en Angleterre, top 12 et les 4 premiers et juste des demi-finales. T'enlèves 12, 21, 22, t'enlèves 4 matchs de saison régulière et un match de phase finale, t'enlèves 5 dates. Donc des solutions, il y en a. Maintenant, bon, c'est des... Voilà, il y a beaucoup de pognon dans le top 14, ça ferait beaucoup de mécontents, mais peut-être qu'il faut en passer par là. Ou alors, c'est assumé, mais et le diffuseur en premier, qui paye quand même, je ne sais plus combien les derniers, 90 millions d'euros, je crois, la saison sur le dernier contrat, doit accepter. Je pense que là, ce matin, à Canal+, ou hier, ils ont quand même bu leur café de travers, quoi. Ils proposent une affiche... qui est plus une affiche. Qui est plus une affiche, quoi. Et rien que quand tu vois les compos, tu sais que de toute façon, c'est plus une affiche et que le match est déjà terminé au moment où tu vois le trombinoscope passer. Ouais, oui, non, mais t'as presque, oui, ou alors en tout cas il est terminé après un quart d'heure de jeu quand il y a 19-0. Ah ouais, voilà. 3 essais au bout de 12 minutes, donc. Mais c'est pas une nouveauté parce que c'était dans le papier de l'équipe et Fred Michalak en parlait hier aussi. Lui, il avait pris un 82-19, je crois, en 2003 à Bourgoin. Ouais, c'était une semaine, c'était une semaine avant une finale de Coupe d'Europe, donc après chacun a ses impératifs de calendrier qui font que telle semaine on va reposer les types, on a plein de blessés donc on va y aller en slip. Enfin. Voilà. Mais après, tu reviens sur plein de choses. C'est comme ceux après qui te diront ouais, c'est pas normal, on joue en même temps que l'équipe de France. Et moi, ce week-end-là, j'ai joué contre une équipe qui n'était pas diminuée. Et moi, j'ai joué contre une équipe qui était diminuée, et blabla, et blabla. Et en fait, après, on s'en sort pas au final. Tu es chafouin, Max. Du coup, on va arrêter. On va te relâcher. Tu es trop chafouin. Mais merci messieurs, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Maxime Rollin. R-A-U-L-I-N. Fred Bernès, B-E-R-N-E-S, et Clément Dossin, D-O-2-S-I-N. Merci à Gilles Cros à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.